Bonjour mesdames et messieurs, William Julien qui vous parle en compagnie d'Anthony Dupuis. Anthony, avant que tu me demandes si ça va bien, ça va très bien depuis que je sais que Victor Cabrera n'est plus un membre de l'Impact. Alors, euh, alors sur C'est sur la cette, meilleure nouvelle du monde du sport de toute la semaine à Montréal, je pense. oh non, de l'année 2019. Ah, vraiment. Alors, euh, sur cette éditoriale, comment ça va, Anthony? Ça va super bien. Et toi, William? Ça va très bien. Dernier épisode complet là, où vraiment on parle du collégial et du juvénile. C'était Week-end de bol d'or la fin de semaine dernière du côté de Thetford Mines. Les commentaires, là, très très bon travail encore du cégep de Thetford qui a organisé ce premier bol d'or dans leur histoire. On a fait un bon travail. On sait que c'est une organisation hein, qui est très classe, qui a beaucoup la population qui aime beaucoup le football très près de son équipe et les gens ont été au rendez-vous cette fin de semaine. Premier match, c'était traditionnellement vendredi soir, la Division 2. C'était le match qui a été reporté à 19h30 en raison de la neige, donc une demi-heure plus tard. Les Lynx d'Édouard-Montpetit, qui avaient eu tout un parcours éliminatoire à jouer contre John Abbott. Victoire des Highlanders 42-28 qui reprennent le titre de champion du bol d'or. On l'avait dit, il n'y avait pas vraiment de surprise. On y allait avec notre cœur. Ça a bien commencé pour Edouard. Ça a été une mauvaise deuxième demi. Ah oui, absolument. Puis il faut dire aussi qu'on a été incapable de contrôler le joueur par excellence en Division 2, Elijah Williams. Écoute, Quatre touchés, là. écoute, il a dominé ce match-là là, du côté des statistiques, du côté Elijah Williams, 27 courses, 233 verges. Écoute, 4 touchés, une moyenne de 8 points de verge par portée. Écoute, c'est un gros match pour Elijah qui s'est élevé dans ce match-là. Malheureusement, la défensive d'Edouard a pas réussi là, vraiment à le contenir durant ce match-là. Il faut quand même dire que c'est une grosse commande là, pour la défensive d'Edouard Montpetit et des hommes de Nicolas Merzbach. Mais écoute, une très bonne saison parce que, ben écoute, de très bonnes séries parce que ça n'a pas super bien été en saison pour les Lynx. On savait que c'était une très bonne équipe qui était capable de compétitionner en D2 pour justement peut-être les grands honneurs. Puis, écoute, ils ont remporté deux grosses victoires en série contre Trois-Rivières et contre Valleyfield. Puis là, ils l'ont mérité leur place au bol d'or. Puis écoute, ils l'ont échappé. Là. Ils l'ont juste échappé par deux touchés. Puis écoute, là, ça vient compléter une belle saison parce que ben, une bonne fin de saison parce que ça laissait pas croire à ça là, durant la saison et la fin de saison. Absolument, c'était une saison en deux temps. Ça a comme tu dis, très bien commencé pour les Lynx, mal fini, mais on était chercher deux grosses victoires sur la route à deux endroits où c'est quand même difficile de gagner Trois-Rivières et Valleyfield en séries éliminatoires. On est allé gagner, mais écoute, Elijah Williams a été Elijah Williams, a joué un match à la Elijah Williams ce vendredi soir. Et puis, 20, comme tu disais, 27 portées pour 220 verges nettes parce que c'est 233 de gains, 13 de pertes. J'aime bien les statistiques, Anthony. D'ailleurs, tu me le faisais mentionner hors d'onde. Fait un peu à l'universitaire, donc c'est bien fait. On a beaucoup de détails, donc ça devrait être, je dis, ça devrait être comme ça l'année longue, mais bon, ça, on s'attardera pas là-dessus. Mais bon match également hein, pour le receveur étoile des Islanders, Owen Burjarski, même s'il n'a pas touché 6 réceptions pour 95 verges. Donc, on a vraiment utilisé nos armes du côté des Islanders. Et félicitations à Mathieu Boudreau, un ancien des Géants qui avait décidé de faire la transition à John Abbott qui remporte le bol d'or à titre de carrière. Donc, bon travail. Et du côté des Islanders, c'est pas vraiment une surprise. Je pense qu'on attendait quand même cette victoire. Oui, absolument. Puis, il faut quand même qu'on mentionne que ça a été difficile du côté des Islanders de John Abbott. Si je regarde les statistiques là, de l'offensive du côté des Lynx d'Edouard Montpetit, Tristan Ray comme d'habitude, une Il a menace. été le joueur offensif du match, d'ailleurs. Ben écoute, quand il a couru avec le En fait, bâton du 29 côté des fois, Lynx. Joueur du côté des Lynx, ouais, évidemment, parce qu'Elijah Williams, de l'autre côté, en a quand même quatre. écoute, il a complété 20 de ses 36 passes pour 204 verges, 2 passes de toucher et a couru avec le ballon 29 fois pour 103 verges. Ouais, Écoute, absolument. c'est quand même incroyable là. Du côté des courses, écoute, Noah Legros en a 7 pour 35 verges après. Donc vraiment, on a passé la majorité du match côté des Lynx sur à tenter des passes. Puis je pense que quand le jeu se développe pas super bien,
Reynolds a couru avec le ballon, là. Donc, écoute, 29 courses, 103 verges, écoute, 204 verges aussi par la passe. Tout un match pour lui. Donc, écoute, c'est pas mal ça que ça donne. Du côté des receveurs de passe, écoute, 7 réceptions pour 75 verges du côté du receveur des Lynx, Benjamin Madro. Sinon, le Frédéric Haché, qui ont habitué d'avoir des gros chiffres, a capté 4 ballons pour 20 verges. Donc, pas un gros match pour lui. Il a quand même la passe de toucher. Une passe de toucher du côté des Lynx. Mais écoute, ça n'a pas été un gros match du côté de l'offensive des Lynx. Non, et on regarde là entre le premier début du premier quart et fin de la première demi, là, du côté de John Abbott. Un, deux, trois, quatre, cinq touchés consécutifs. Si on regarde le drive chart, écoute, quand tu marques régulièrement comme ça, tu fais mal à l'autre équipe. Et quand l'autre équipe. On a provoqué des échappées par la suite. Interception, ensuite quatre revirements de suite pour John Abbott pour débuter la deuxième demi. Euh, mais on n'a pas capitalisé du côté des Lynx. Non, vraiment pas. Puis en plus, aussi, fait qu'il est à Parce que le mentionner. match aurait pu facilement basculer. Oui, absolument. Puis il faut quand même qu'on mentionne du côté de la défensive des Lynx, Shagun Boisvert qui a fait la seule interception du match aussi. Donc, a donné des chances Ouais. aux Lynx aussi de rester dans ce match-là. Mais au bout du compte, la défensive des Lynx a eu beaucoup de misère à arrêter Elijah Williams. Et je crois que c'est ça qui a fait vraiment la différence dans ce match-là. Ouais. Parce que c'était 28-21 à la demi pour John Abbott et ça a fini 14-7. Donc, et les revirements, la majorité, il n'y a eu aucun revirement à part un revirement sur essai. Ouais, qui est l'interception de Euh, Shagun Boisvert des Lynx en, sur Mathieu Boudreau. donc, en première demi, c'est un revirement sur essai. On a arrêté les Lynx. Les Lynx ont arrêté John Abbott sur 4 essais. Mais ensuite, c'est tous les revirements deviennent en deuxième demi et on marque un seul touché du côté des Lynx. Donc, tu peux dire que le match s'est joué là parce qu'on n'a pas capitalisé avec nos chances. On a provoqué plusieurs revirements, mais on n'a pas été capable. Même Elijah Williams, on lui a fait perdre le ballon. Là. On savait dire qu'on l'a frappé, mais on n'a pas été capable de capitaliser et Elijah Williams a fait payer en marquant des touchés par la suite. Donc, quand on provoque des revirements sur un gros joueur comme ça, il faut en profiter, Anthony. Ah, absolument, c'est ça qui fait la différence. Puis au bout du compte, on va se souvenir des Lynx comme étant une équipe qui a réussi à se replacer à temps pour les séries, qui a réussi à aller où est-ce qu'elle pensait vouloir aller. Puis il faut quand même dire qu'au début, tout le monde pensait que le bas d'or se jouerait entre Valleyfield et John Abbott. Les Lynx ont causé une surprise. Et c'est partie remise pour l'an prochain pour les Lynx. Et pour John Abbott, ben, on va savourer le titre. On a joué trois matchs épatants quand même contre les trois meilleures équipes de la division 1 en saison régulière, du côté des Droits en série. Donc, De allez la battre division Trois-Rivières, 2. allez battre Valleyfield. Division 2, pardon, écoute, j'ai les vieilles années de la division 1 pour Edouard, mais Ouais, on est allé moi battre, j'étais là, j'étais là. on est allé battre Trois-Rivières, on est allé battre Valleyfield et on passe seulement par deux possessions contre John Abbott, qui, on le sait, est un programme hors pair en division 1, division 2, pardon, pourrait aller en division 1, c'est ce que je voulais dire. Chapeau quand même aux hommes de Nicolas Melbatch, mais bravo à Coach Gregory et les Islanders de John Abbott qui remportent ce bol d'or Division 2 2019. Ensuite, on va y aller dans l'ordre. Ensuite, le deuxième match du week-end, c'était samedi matin, 10h. C'était du côté de la division juvénile 1B. Le séminaire Saint-Joseph qui arrivait là invaincu contre le Collège Bourget. Anthony, moi j'ai regardé quand même les matchs un peu sur mon ami François Bessette, d'ailleurs, qui a fait un excellent travail à la description des matchs sur le site du Bol d'Or. Je le salue, j'y avais promis que je le saluerais lors du podcast. Mais quel match entre le Collège Bourget et le séminaire Saint-Joseph. Et Bourget, qui fait perdre la saison invaincu au séminaire Saint-Joseph, a marqué un toucher sur le dernier jeu du match, Anthony. Quel match de football. J'ai toujours dit la même chose. Les saisons parfaites et un championnat, ça n'existe pas. Les saisons parfaites, ça n'existe pas. On a eu la preuve, mais ça a été sur le dernier jeu du match. Ah ouais, Écoute, absolument. c'est une passe qui a eu de 25 verges. Écoute, il restait quelques secondes au match. Euh, Ouais. écoute, c'est le corps arrière Boudreau qui a lancé une passe à Vincent de relais de 25 verges sur le dernier jeu du match pour un toucher. Et puis, qu'est-ce qui est plaisant de ça, c'est que ça a été capté sur Facebook par Primo Prod, qui on sait qui est lui qui fait les montages vidéo là, Ouais. pour beaucoup d'équipes et tout. Et puis, écoute, c'est pas compliqué. On lance une isolation vraiment dans la zone des buts.
Puis c'est en double coverage. Donc, tu as un maraudeur du Vert-et-Or du séminaire Saint-François, excuse-moi, Saint-Joseph, avec le demi défensif qui surveille justement le receveur de Bourget, Vincent Drolet. Puis là, on perd par 7 points, excuse-moi, par 6 points du côté de Bourget. C'est le dernier jeu du match. Il faut faire un toucher. Et là, tu vois sur la vidéo que d'ailleurs, qu'on n'a pas partagé, que l'on devrait partager, tu vois juste que le ballon tombe entre les trois joueurs. Les trois joueurs se battent pour le ballon. Le Ouais. ballon rebondit je crois, là, sur le chest du demi-défensif du Varéor et retombe dans les mains du receveur de Bourget Ah ouais. qui réussit à garder les deux pieds dans le terrain, qui tombe en dehors, et puis tu vois l'arbitre qui cale le toucher, et là, c'est l'exclamation. Écoute, on était à un jeu d'avoir une saison parfaite de championnat du côté du Vert-et-Or. Et écoute, c'est un jeu comme on aime le football qui vient priver cette équipe-là de son championnat. Là. Écoute, c'est toute une fin de match. Ouais, et du côté de Bourgeois, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont marqué 2 touchés en fin de match. On marquait à 1,23 de la fin. On réussit le Boteco. Ouais. Et on est allé marquer le toucher sur le dernier jeu du match. Alors, quel travail! Il restait 36 secondes au match. Il restait 36 secondes lorsqu'on a repris le ballon après le Boteco. Wow. Donc, en fait, oui, le toucher, c'est ça. Donc, quelle performance du collège Bourget. Et écoute, c'est tout un match de football. C'est selon plusieurs, le match du week-end. Euh, écoute, ça, c'était vraiment un match de bol d'or. Finir avec de cette façon. Là. Hey, vraiment, c'est incroyable là, quand que. Et pour ceux qui se posent la question, c'est vraiment du bon calibre. Juvénile 1 et 1B, c'est ça va vite. C'est du très, très, très bon football. Et puis, Collège Bourget qui a fait preuve de résilience dans ce match-là pour empêcher la saison. En fait, félicitations aux deux équipes pour cet excellent match. Donc, les Voltigeurs du Collège Bourget qui savourent ce championnat de Division 1B. Eux, ça fait pas longtemps en plus, je crois qu'ils sont rendus dans le provincial, parce que je pense qu'il y a 3 ans, ils étaient encore dans leur région, au lac Saint-Louis, je crois, qu'ils jouent. Eux. Donc, je pense qu'ils étaient encore dans cette division-là. D'ailleurs, ils avaient joué contre Sorel, qui avait gagné notre ligue il y a 2-3 ans, dans le bol d'or. Ils sont rendus, et déjà, 2-3 ans après, se rendre au bol d'or et même l'emporter. Chapeau à ce programme qui... Pour ceux qui, justement, William, pour comme venir appuyer tes paroles, c'est juste pour mentionner, si tu regardes les statistiques, parce que, écoute, on a la chance d'avoir des statistiques vraiment très précises Ouais, quand on arrive dans les finales pour les bols d'or. Écoute, le corps arrière du séminaire Saint-Joseph, Simon Brunel, a complété 9 de ses 14 passes pour 174 verges, dont une passe de toucher de 79 verges à son receveur Antonin Roy. Mais Antonin Roy a 2 réceptions pour 118 verges, un touché. Donc, tu vois qu'on a deux joueurs qui sont assez explosifs de ce côté-là. Mais juste pour venir mentionner aussi du côté du collège Bourget, le corps arrière Simon Boudreau, justement, a complété 23 de ses 44 tentatives, 251 verges, 3 passes de toucher. Puis son receveur, si je ne me trompe pas, c'est Vincent Drolet qui a capté justement là, le ballon pour le toucher gagnant sur le dernier jeu du match. Écoute, lui, il a 8 réceptions, 146 verges, 3 touchés. Donc, on peut pas venir me dire que c'est pas du bon football non, qui s'est joué. C'est des très bonnes statistiques qui sont même meilleures des fois absolument. que certaines Et, équipes dans le collégial. Là. C'est vraiment et c'est intéressant. des, Et c'est des noms que vous devriez entendre au fil des années dans nos podcasts parce que eux, ces gars-là s'en vont. C'est sûr que c'est des noms qu'on vous nomme, vous allez les entendre dans le collégial. Ils vont peut-être même devenir des rouages importants de leurs équipes au collégial. Donc, c'est pour ça qu'on fait bien d'en parler. Donc, ensuite, dans le troisième match du week-end, samedi 15h, comme la tradition le veut, c'est le fameux match de Division 1 collégial. C'était les Cougars et leur fin de saison spectaculaire qui affrontaient le Cégep de Valier. Première demi très serrée et offensive, 19-14, mais 8 points au total en deuxième demi, 5-3 pour Lennox en deuxième demi. Résultat, Lennoxville l'emporte par un touché 24-17 sur Vanier. Pas de surprise là, on l'avait dit. Vanier est venu donner un match, mais Lennoxville, on voit vraiment que ça a été une fin de saison incroyable et ils ont dominé. Et écoute, ils ont pilé sur Vanier au sol. Absolument. Écoute, si tu regardes sur l'offensive, on a tenté 6 passes dans le match. Lucas Boulanger, le corps arrière des Cougars, est 4 en 6 pour 107 verges d'une passe de toucher.
Puis ensuite, Édouard Roy Nadi a Lui, on a vu du ballon. 31 courses, 144 verges. Écoute, puis Il n'y ensuite, a aucun touché. il y a aucun touché. Le corps arrière, Lucas Boulanger a couru 18 fois pour 123 verges. Puis on a 5 autres portées à 2 autres porteurs durant le match. Donc, si tu regardes ça, là, juste là, tu es à environ 55 portées dans le match. Donc, on a, sur nos 61 snaps offensifs, on a 55 courses dans le match. Donc, vraiment, viens pas me dire que la ligne offensive des Cougars n'est pas dominante. Écoute, Non. on fait confiance. C'est incroyable de voir comment on a couru avec le ballon. Puis écoute, je regarde du côté de Vanier. Écoute, c'est sûr que Héloïse Régimbal, par exemple, a juste complété 10 de ses 25 passes, pas de passe de toucher pour 103 verges. Ça a été plus difficile du côté de Vanier, là, du côté du jeu aérien. Pas de grosses statistiques non plus. Puis même au sol aussi, là, je regarde Dwante Morgan, 12 courses, 67 verges. Ça a été vraiment difficile du côté de l'attaque de Vanier, mais la défensive nous a gardé dans le match là, du côté de Vanier. Oui, absolument. Et du côté de la défensive de Lennoxville, on disait ton ami Max Dupuis qui depuis on pensait qu'après les 3 premières semaines, oh, cette défensive-là va en arracher. Mais à partir du match 4 jusqu'à la fin de la saison et des séries éliminatoires, cette défensive a vraiment élevé d'un cran, même jusqu'à neutraliser les attaques adverses. On sait l'attaque de Grasset, l'attaque du Vieux-Montréal et là maintenant l'attaque de Vanier. On a empêché la tendresse de lancer, on a empêché Morgan de courir. Résultat, pas besoin de mettre 63 points sur le tableau. 24, c'est suffisant. Et là, vous qui est champion, Anthony, pour, je pense, une troisième fois dans les dernières années. Là. Écoute, si je me trompe pas, je pense que c'est le deuxième bol d'or des Cougars en trois ou Ouais, contre Vanier. Les deux contre Vanier. les deux contre Vanier. Puis écoute, c'est mérité. Écoute, au début de la saison, quand les Cougars étaient 0-3, on se disait qu'est-ce qui se passe, c'est terminé. Écoute, on a parlé qu'ils feraient même pas les séries, puis après ça, on commençait à battre tout le monde. Écoute, les 3 premiers matchs, dont le premier match contre le CVM, là, ça avait fini 58 54. à 0. Puis là, on a la chance de se reprendre. Écoute, c'est incroyable. C'est un revirement de situation comme on en voit peu. Mais en même temps, à quelque part, on savait que cette équipe-là était capable de gagner le bol d'or. Mais le début de saison a été catastrophique. On s'est replacé à temps. On est rentré en série. Puis on a battu les deux meilleures équipes, littéralement. Puis on a remporté ce bol d'or-là. Oui, absolument. Et puis, écoute, salutations quand même, je voulais le dire, à Kevin Dupuis en Division 1, malgré la défaite avec les Lynx, à Division 2, excuse, avec les Lynx qui perdent ce match et en Division 1. Anthony Boire et Nathan Vier, trois de nos anciens qui perdent, mais quand même qui se rendent jusqu'au bol d'or. C'est quand même toute une expérience à vivre. Et ils ont encore des années de collégial à jouer, eux, là, c'est pas terminé. Ça fait que commencer. Ouais, Euh, absolument. pour eux. Donc, félicitations les boys pour votre participation et votre saison également, parce que c'est long une saison, se rendre jusque-là. Mais pour terminer sur le Knoxville, quelle histoire méritée et quel programme de football. Fait que l'année prochaine, s'ils commencent mal la saison, on va arrêter de tous ces deux. Parce que nous, on les voyait dans le top 3, c'est pour ça, au début de la saison. On pensait que On a fait notre classement au début de l'année. Le top 3 c'était, si je me souviens bien, Grasset, le vieux et Lennox, mais des ordres inversés. non, c'est ça. Les deux, on était d'accord, c'est le top 3. Puis écoute, écoute, t'as Lee Moilou qui est arrivé là-dedans, qui a eu une très bonne saison, qui a tout mélangé. Le début de saison a vraiment pas aidé. Puis même aussi, je me souviens, à un certain moment donné, c'était Garneau là, qui était au début de la saison là, Troisième. dans le top 3 pendant un petit bout de temps. Donc là, on se disait, mon Dieu, est-ce que Garneau va réussir à finir dans le top 3? Puis Garneau a une très bonne saison, même s'ils ont fini, si je me souviens bien, là, cinquième ou sixième, là, si je me trompe pas, là, de mémoire, vite comme ça. Mais écoute, c'est des très bonnes saisons pour eux, là. Oui, absolument. C'est quatrième du côté de Garneau. Ils ont eu un match à Quatre. domicile avait accueilli justement Le CNDF, si je me souviens bien. CN. Non, CNDF avait été joué à Limoilou, avait accueilli Vanier, justement. C'est Ah, Vanier qui avait été. Valley. Mon Dieu, écoute, on Euh, parle tellement de football, c'est très récent, puis on s'en souvient même pas déjà. Mon Dieu, ça va bien. on, on a les choses. Donc, Lennox qui récupère son titre qu'ils avaient gagné il y a 2 ans contre ces mêmes Cheetahs. C'était à Grasset à ce moment-là. Grasset qui était champion en titre contre Garneau. C'était une nouvelle finale, mais une finale qu'on a vue souvent quand même dans ces dernières années pour Lennoxville. Là, ils ont été au moins 3-4 fois au bol d'or dans les 7 dernières années. Je me rappelle d'une défaite également contre le vieux, à l'époque où le vieux avait un certain Mathieu Betts
comme ailier défensif, avait joué tout un match. D'ailleurs, j'étais marqueur juste à côté du match. Un certain Mathieu Betts, un nom peu connu ici au Québec. Donc, Lennoxville qui est champion en Division 1. Et juste pour mentionner, avant de terminer, grosse performance en défensive, là, vu qu'on parlait justement des Ouais, vas-y. statistiques. Justement, le joueur défensif du côté des Cheetahs de Vanier, Papa Nicolaou, écoute, a eu tout un match, 10 plaqués solo, 9 plaqués assistés, ça fait un total de 14 plaqués et demi, dont 2 pour perte, là. Donc, c'est vraiment un très gros match pour lui, match défensif là, pour lui. Lui, il a bien dormi après le match. Absolument. Ensuite, c'était un match de Division 3. C'était un match qu'on attendait entre les Gaillards de Jonquière et les Lauriers de Saint-Hyacinthe. D'ailleurs, j'ai eu le privilège de faire un entrevue avec Danny Veilleux de Dan Radio Sport au Saguenay pour parler de ce match-là le week-end dernier. Je m'attendais à un match serré et j'avais dit à Danny, j'avais dit, si le jeu au sol de Saint-Hyacinthe est capable de donner un aplomb au jeu aérien, qui est déjà qu'on connaît, le jeu aérien des Lauréats qui est très efficace avec leurs 2 receveurs étoiles. J'ai dit si le jeu au sol, Saint-Hyacinthe peut implanter son jeu au sol très rapidement, on va gagner ce match-là. Ce qui est arrivé, on a le jeu au sol a bien appuyé. Jeu aérien, c'était 14-7 Jonquière à la demi, à 14-10, excuse, les Gaillards, crois-le ou non, oui, la défensive de Saint-Hyacinthe est bonne, mais elle a donné 0 point aux Gaillards en deuxième demi. Quelle performance! C'est Lauria qui prennent le revanche de la demi-finale de l'an dernier et la finale d'il y a 2 ans reprennent le titre. Ouais. Ils sont champions! Ouais, puis écoute, Anthony, ça doit faire quelque chose quand même. ben écoute, moi je suis surtout content pour mes anciens joueurs de ligne, justement à Saint-Hyacinthe, que j'avais mentionné la semaine dernière. Très content pour eux. Aussi de voir là, que plusieurs de nos anciens ont gagné. Je pense à Jérémy Olivier, à Mallet, à McPhee, à Gordon, qui sont nos anciens qu'on a coachés justement, qui ont remporté le bol d'or avec Saint-Hyacinthe. Écoute, moi, William, je regarde les statistiques puis le match. C'était un bon match, c'était serré. Toute la saison du côté de Jonquière, glorifie Face à de pas l'adversité. à la fou à chaque match avec entre 15 et 25 portées, entre 150 et 200 verges toujours. Et puis, ce qui fait que les lauréats ont remporté ce match-là, c'est qu'on a réussi à arrêter le jeu au sol des Gaillards de Jonquière. Un très gros travail justement du coordonnateur défensif des lauréats, Khalid X. Écoute, à la fou dans ce match-là, 16 portées pour 56 verges. C'est pas compliqué, on l'a maîtrisé, on l'a arrêté, on l'a empêché d'être une menace constante. Puis je regarde du côté des passes de Jonquière. Même Frederick Clemens, qui avait eu toute une saison, a été neutralisé dans ce match-là. Et j'avais dit à Danny que je croyais que ce serait un bon duel de carrière, mais Vincent Boyer a complètement surpassé Clemens. Ouais, sauf faut quand même qu'on mentionne que la tertiaire à Saint-Hyacinthe avec, entre autres, Alexis Massé, qui est un Ouais, DB étoile. Écoute, c'est d'excellents joueurs, une tertiaire redoutable. On avait eu un retour aussi d'un dernière année, Alexis Grégoire au milieu de la saison. C'est le genre de d'ailleurs, Alexis Massé a un touché défensif sur un retour de 40 verges, un retour d'échappée. Oui, Donc, écoute, tout un joueur, puis c'est pas compliqué. Si tu regardes les oui. statistiques de Frédéric Clemens, justement, il est 11 en 30, une interception, une passe de toucher, 139 verges. On a réussi, du côté de la défensive des lauréats de Saint-Hyacinthe, à arrêter cette offensive-là. Puis aussi, on parlait du jeu au sol de Saint-Hyacinthe. Faut pas oublier que Saint-Hyacinthe, le pain et leur beurre, c'est leurs 2 receveurs étoiles, Oumar Touré, qui est commit à Sherbrooke, et David Amani aussi. C'est leurs 2 meilleurs joueurs au niveau Ah, ouais. offensif. Et puis, écoute, Omar Touré a 5 réceptions pour 75 verges, dont un touché. Puis David Amani a 2 réceptions pour 32 verges. Donc, ils n'ont pas été vraiment des gros facteurs dans ce match-là comme ils auraient pu l'être un peu plus. Mais je regarde du jeu au sol, à quel point mes gros bonhommes ont Voilà. parlé tout le Voilà. match. 2 porteurs à 97 verges et 98 verges pour 25 courses pour Yann Reynolds et Adrien Gay ensemble. C'est du bonbon. C'est, et c'est ce que je disais à Danny. Quand il me demandait l'analyse du match, j'ai dit si Saint-Hyacinthe peut imposer son jeu au sol, ils vont gagner ce match-là. Parce que dans le froid, tu sais, contre Jonquière, fallait donner un step, en fait, passer un message à la ligne défensive des Gaillards.
La ligne offensive a pilé dessus. Le jeu au sol a été efficace. C'est pour ça qu'on a gagné ce match-là. Et tu sais, je veux me corriger parce que je disais que Vincent Boyer avait surpassé Eric Clemens. Absolument pas. Là. Il y a quand même 2 interceptions et 13 en 30. 171 heures, je ne sais pas surpassé, mais quand même, resté qu'il y a eu un. Ça a été des matchs similaires, là, mais c'est le jeu au sol vraiment de Saint-Hyacinthe qui a fait le travail. Ouais. Et puis en défensive aussi, si je regarde du côté de Jonquière, il n'y a pas de joueur qui a eu des statistiques Ouais. vraiment incroyables. Ce qui est surprenant, c'est ce qui est surprenant, c'est qu'on voyait. Puis, du côté de Saint-Hyacinthe, le joueur de quatrième année qui est revenu, Alexis Grégoire, Ouais, 8 plaqués solo, 2 assistés durant le match, tout un match. Écoute, c'est pas compliqué. Jonquière sont très forts, mais seraient dans la division sud-ouest. Ils seraient en compétition avec Saint-Hyacinthe et Onsic. Ce sont trois programmes qui, je crois, sont du même calibre. Puis en dessous, tu as juste les triades qui sont pas loin en arrière, mais encore là, je dis ça, mais les triades ont battu les lauréats en fin de saison pour les empêcher d'une saison parfaite. Donc, écoute, je pense vraiment que la division nord-est est comme la division 4, vraiment plus faible. Parce que vraiment, pour que Jonquière ait des bonnes saisons par-dessus bonnes saisons, puis qu'on arrive, puis qu'on n'est pas capable de gagner contre la Sud-Ouest, à part l'an passé, si on veut, c'est. Écoute, même qu'à la défensive, je pense que les quatre programmes que je viens de mentionner pourraient jouer en D2. Là. Tu sais, c'est comme si la division 2, ça prendrait une plus grosse division pour que tout le monde soit content. ouais. Là. Mais écoute, Puis Jonquière fait pas. C'est comme ça, comme tu dis, il fait pas face à de l'adversité durant la saison. Et ça leur nuit, honnêtement, de rendre en série. Parce que là, on a de l'adversité à partir de la demi-finale, quand on affronte une équipe comme Saint-Hyacinthe ou Hansik. ouais, Mais on n'a rien. Et la seule défaite, c'est presque une saison. Moi, je dis que c'est une saison parfaite qui est perdue pour Jonquière là, parce qu'au premier match de la saison, on sait que c'est l'histoire qui s'est passée. ouais, Ils l'ont pas perdu en jouant ce match-là. On reviendra pas là-dessus, là. Mais là, c'est la première défaite qu'ils ont sur le terrain. ouais, Donc, absolument. et ça arrive au Val d'Or. C'est pour ça que je me dis, il faut faire face à l'adversité dans la saison. Et une petite défaite en saison, des fois, ça fait du bien. Parce que ça fait, oh, on a des choses à corriger, on n'est pas invincible. Les gars sont, tu sais, on a tous été jeunes comme ça aussi, en jouant au collégial, même au juvénile. Ouais. C'est plus fort que nature. Donc, Puis tu sais, félicitations ouais. puis, tu sais, Vas-y, comment félicitations Lauria. Avant. c'est quand même important de le mentionner aussi. Tu sais, des équipes comme Shawinigan, Drummondville, Saint-Jérôme auraient peut-être plus de plaisir à jouer contre tu sais, des équipes de la Nord-Est. Et Victoriaville aurait été dans la Sud-Ouest encore cette année. Se serait battu pour la quatrième place avec Saint-Lambert et Saint-Jérôme Ouais. tu sais, pour une place en série. Tandis que là, du côté des Vulcains, ben, tu sais, du côté des Vulcains, on a eu une bonne saison dans la Nord-Est. On s'est fait surprendre en demi-finale, mais reste quand même que je pense que les Vulcains sont plus une équipe de Sud-Ouest que de Nord-Est. Mais écoute, ça, c'est pas moi qui fais les divisions, c'est mon opinion, mais reste quand même que, est-ce qu'on va être rendu à faire 4 divisions au collégial pour que les équipes puissent avoir des chances de pouvoir jouer? Parce que pour Shawinigan et Drummondville, ils ont besoin là, ça donne absolument rien à Drummondville d'aller affronter des équipes comme Saint-Hyacinthe et Antique, là. Je veux dire, Ouais. honnêtement, là. Ça donne Non, absolument non, rien. complètement. D'accord. Et pour terminer avec les divisions, juste avant de passer au dernier match du week-end, euh, Lionel Groux devra passer devant le comité pour plaider sa cause de restant en Division 1 cette année. Donc, Je pense pas qu'il y a des chances que tu sois du bon côté de Lionel Groux, là, on honnêtement. va juste. Ouais, non, absolument. Et ça, c'est juste pour donner des nouvelles. Et Beauce-Appalaches n'a pas été en appel. Pour l'instant, la date limite est le 29 novembre pour leur dérogation en Détroit. Je pense pas qu'on va aller devant le comité. Je pense qu'on va accepter la décision d'aller en Division 3 du côté des Condors. C'est vraiment dommage parce que il y a vraiment du bon football qui se joue en Beauce, mais je pense que comme j'avais parlé dans un autre épisode, le recrutement des équipes de Québec fait mal au Cégep de Beauce parce que les joueurs veulent aller jouer à Lévis-Lauzon, veulent aller jouer pour des programmes à Québec. Donc je pense que c'est ça qui fait mal. Mais en même temps, je pense que ce programme-là a besoin de gagner des matchs dans la Nord-Est pour pouvoir Ouais. se remettre. Revenez dans 2 ans, peut-être. Ouais, peut-être. Écoute, ça va prendre justement des participations en série. Puis c'est plus le fun pour les joueurs en Beauce de se battre pour jouer en série que de faire des saisons sans victoire. Puis moi, je comprends totalement la décision de Beauce de ne pas s'ostiner. Écoute, je pense que c'est la meilleure chose pour le programme qui peut s'arriver. Comme les Lynx en 2016, je crois qu'ils sont retournés en Ouais. D2. Là.
Ouais, absolument. Je pense que c'est l'année où Saint-Jean avait pris c'est Saint-Jean qui avait pris la Ouais, place de... Ouais, c'est ouais. ça, absolument. Je sais que Saint-Jean et Édouard se sont pas affrontés, que ça fait des lustres, là. Ah ouais, c'est ça. Parce que c'est tout le temps Ouais. les deux équipes qui switchent. Là, si Lionel Gros descend, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai vu que Richard Boutin du Journal du Québec avait sorti l'info, mais on sait pas si c'est Valleyfield ou John Abbott qui va monter du côté de la Division 1. Si Lionel Gros ne En gagne fait, pas sa cause en appel. c'est parce que la seule chose qui va sauver les Nordiques de rester en D1, c'est que le Noir et Or, si On le n'a pas Noir... fait la demande. On n'a Donc, pas fait ça, la c'est quelque demande. chose... Ils ont jusqu'au 29 novembre. La date limite est le 29 novembre pour tout le monde, soit pour descendre ou pour monter. Mais le Noir n'a pas fait la demande. Et si jamais ouais, c'est ça, Lionel Gros a cet avantage-là, peut-être de dire hey, personne qui a demandé de monter. Mais si on a une équipe à le faire, est-ce qu'on va forcer les champions du bol d'or à monter? C'est ça ce que je me dis. Ben écoute, ça serait la décision logique, là. Ça fait des années que le Noir et Or... écoute, ils ont dominé en Division 3 pendant des années avant de monter en D2, ce qui, selon moi, aurait dû être fait Mais avant. comme que je dis, moi, sauf que la seule crainte que j'ai, c'est qu'on monte John Abbott parce qu'ils ont gagné le bol d'or cette année et qu'ils ont été en finale l'an dernier. Donc on se dit, hey, les 2 dernières années, John Abbott a gagné, est allé en finale. Sauf qu'ils Ça vont pourrait. pouvoir dire un peu du côté que ça fait 2 ans que John Abbott sont très forts parce qu'ils ont Elijah Williams qui vient. Et là, Ouais, lui mais a c'est ça. terminé. Lui a Les terminé. autres années, c'est une équipe qui finit en milieu de peloton, là. Non, c'est ça. Puis écoute, moi je pense que la réalité de John Abbott est pas la même que Valleyfield parce que Absolument. le Noir et Or de Valleyfield dominant en D3 sont arrivés en D2, ont dominé immédiatement et dominent encore. Je crois qu'ils ont besoin de monter en Division 1, d'avoir de l'adversité, affronter des gros programmes. Puis, je dis ça honnêtement, le Noir et Or monte en Division 1, là, ils vont gagner des matchs comparés aux Nordiques. Là. Je crois que le Noir et Or est plus fort que Lionel Groux. Là. Ouais, Absolument. les Nordiques. Ça fait Les Nordiques aucun sont sens. déjà. Les Nordiques qui ont parti leur période de recrutement, par contre, de son temps en feu. On est allé chercher plusieurs joueurs dans des grosses écoles sur la rive nord, donc on veut s'approprier la rive nord. Bon, ben, Mais ça c'est va être à suivre. normal. On est Ouais, le seul programme en Division 1 sur la rive nord. Donc, on a absolument. besoin, tu sais, le seul qui est prêt, qui peut nuire un peu, c'est Saint-Jérôme, sont en Détroit. Donc, à Ouais, part de ça. ça, il n'y a pas grand-chose. Sinon, tu vas à John Abbott, qui est dans le West Island à Montréal, et Valleyfield. Donc, tu sais, eux ont la rivalité. Tu sais, eux, ils vont se battre pour les joueurs, tout ce qui Il est. y a Montmorency en Division 2 qui est prêt Ouais, aussi, c'est ça. mais Mais c'est pas la même réalité. non. Mais en tout cas, donc, ça pour dire que sur la Rive-Nord, tu as un cégep dans les trois divisions. Puis, ceux qui veulent aller en Division 1 vont à Lionel Gros parce que Montmorency est pas prêt de monter, de retourner en D1. Non. Puis, les Cheminots sont pas prêts non plus de monter en D2. Donc, Euh, je pense que d'un certain sens, on peut dire on est le seul programme sur la Rive-Nord qui se rend D1, c'est correct, mais il faut que tu gagnes des matchs. Puis là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que vous ne gagnez pas de match en D1, puis le Noir et Or domine la D2. Donc, écoute, pour moi, la seule raison à ce que le switch entre Lionel Groux et Valleyfield ne se fait pas, c'est parce que il y a de la Personne politique. n'a fait la demande en Ouais, parce Division que 2. c'est de la politique, parce qu'honnêtement, il faut que le Absolument. Noir et Or soit en Division 1. En tout cas. Ah, et là, il va falloir peut-être que le RSEQ mette un peu plus ses culottes dans les années à venir et forcer vraiment le transfert entre la dernière et la première place aux 2 ans. Mais bon, ça, c'est à suivre. Voyons voir. Et ça va être le 29 novembre, la date limite. On va vous tenir au courant sur notre page Facebook. Soyez sans crainte et on va sûrement faire un petit podcast avant les fêtes aussi pour parler du recrutement et tout. Donc, on va pouvoir vous communiquer les nouvelles. Et pour terminer avec ce week-end du Bol d'Or, ça termine en beauté. Collège Charlemagne qui faisait un retour au Bol d'Or et qui affrontait Saint-Jean-Eudes qui avait une saison parfaite, qui eux faisaient un retour depuis des lustres au Bol d'Or. Saint-Jean-Eudes, la seule équipe dans tout le provincial qui garde sa saison parfaite. Mais c'était Ouais, une force. Écoute, ça a été une force de frappe incroyable, cette équipe-là, cette année. Et Saint-Jean-Eudes, je pense que c'est leur premier titre en une dizaine d'années, là, 12, ouais, écoute, que j'ai vu. ça fait longtemps, mais écoute, ça fait une couple d'années qu'ils sont là, par contre. Là. Ça fait plusieurs années que c'est une Ouais, bonne vraiment. équipe, mais qui ne réussissent pas à conclure en série. Regarde Ils depuis. avaient tout un porteur de ballon cette année. Matt Roy, lui, je l'ai vu jouer une fois en vrai cette année. Je l'ai vu au bol d'or. Quelle saison il a connu et quel match du bol d'or il a connu. Il a 4 touchés, le porteur de ballon de Euh, Saint-Jean. ouais, écoute, comme tu dis, 27 courses pour 195 verges.
Alors, Écoute, c'est- moi je vois 3 touchés ici, là, peut-être que c'est 4-3, mais moi je vois 3 sur la feuille de match, mais reste quand même que c'est tout un. Ah oui, 4 il y en touchés a total, ok, oui, un donc par la passe. donc, écoute, c'est tout un joueur, c'est le joueur par excellence, sans surprise. Puis écoute, ça a été un très bon match aussi là, du côté de Charles Lemoine, le corps arrière Noah Gravel a quand même lancé 22 de ses 32 passes, quand même pour 3 passes de toucher, 234 verges, une interception. Donc quand même un bon match pour lui. Puis aussi, si je regarde là, du côté de la défensive de Charles Lemoine, euh, Jean-C. Cloutier, quand même, 8 plaqués solo, 2 assistés pour 9 plaqués, 2 plaqués pour perte. Très bon match pour lui. Du côté de Saint-Jean-Eudes, Justin Cloutier, 8 plaqués solo, 1 assisté pour 8,5 et 1 plaqué pour perte. Donc, vraiment, là, c'est des beaux noms à voir qu'on va réentendre dans les prochaines années, justement, pour le collégial. J'ai hâte de voir aussi où ces joueurs-là vont commit, là, qu'on puisse suivre dans les prochaines semaines. Le carrière Edouard Vachon n'a pas lancé le ballon beaucoup du côté de Saint-Jean-Eudes, mais on dit beaucoup de bien de lui euh, comme carrière, donc à surveiller peut-être. Écoute, il J'ai a hâte de voir où complété il 4 passes dans le match pour 195 verges, et trois passes de toucher. 3 passes de toucher. Mais écoute, il a lancé une passe de toucher de 76 verges à Anthony Savard et une autre, je me trompe pas, de Ouais. 71 verges aussi, là. Donc il y a deux touchés de 70 verges et plus pour Anthony Savard. Puis ensuite, il a complété une autre de ses passes, je pense, pour 39 verges de toucher à Mathieu Roy. Mathieu Roy, Donc, ouais. écoute, c'est le monde idéal pour un carrière. Si on aurait lancé le ballon plus que 10 fois, écoute, c'était des statistiques incroyables. Ouais, absolument. Et c'est ça, c'est pour ça que je dis, il a pas lancé le ballon beaucoup, mais on dit beaucoup de bien de lui. Et de ce que j'ai vu en fin de semaine, il m'a beaucoup impressionné par son calme et tout. Et on a un monstre à trois têtes, hein, vraiment, du côté de Saint-Jean, avec Savard, Roy et Vachon. Donc, cette équipe-là a pas une saison parfaite. C'est pas un coup de luck, cette saison parfaite. Et puis, Collège Charlemagne, qui est un bon programme, c'est juste qu'on a affronté vraiment une puissante équipe, les Condors de Saint-Jean-Eudes. Donc, je suis content pour eux. Ça vaut un bol d'or pour la première fois depuis très longtemps, même si c'est une équipe qui est en division 1 depuis un bout. Donc, félicitations au Condor pour cette victoire. Alors, juste, on va faire une petite pause, mais on va revenir. On va parler des demi-finales canadiennes qu'il y a eu la semaine dernière, la Vanier qui s'en vient, et également la Coupe Grey en fin de semaine. Oui, samedi et dimanche, donc On revient. juste après. Alors, on est de retour au 17-20 avec spécial sur l'universitaire également. C'était les demi-finales canadiennes fin de semaine dernière. Écoute, sans surprise, les Carabins ont plié sur Acadia. C'est une première demi sans saveur, honnêtement, des deux côtés. Ben, le vent a joué un gros facteur. Mais écoute, Paquette Perrault s'est blessé. Et Dimitri Morin a fait ce qu'il avait à faire. Il en a profité, Anthony. Il a donné un second souffle à cette équipe-là. Et les Carabins ont été intraitables en deuxième demi. Ouais, absolument. Tout un match 38-0. Ça a aussi commencé, mon bon ami Louis-Philippe Simoneau qui a manqué un placement au début du match. Aussi, Vierge. comme on mentionnait, c'est à cause du vent, hein. Ça peut être pour plein de raisons, mais écoute, je pense qu'il n'y a pas vraiment de surprise là du côté. Alors, Tout le monde s'attendait à ce que les Carabins remportent ce match-là. Écoute, ça a été difficile. Écoute, à la demi, je crois que c'était 7-0 à la demi. ouais. Puis au troisième quart, on a explosé. Puis ça en était fait des X-Men. Puis je tiens à mentionner les X-Men de Acadia qui étaient 8-0, qui ont une saison parfaite dans les Maritimes, ont éliminé encore une autre saison parfaite. Ça n'existe pas les Ouais, saisons. mais là, écoute, là, on s'attendra pas sur les saisons parfaites des Maritimes. Là, il y en a à chaque année une équipe qui sort du lot dans les Maritimes. Puis elle arrive en demi-finale canadienne. Mais c'est plate pour les Maritimes, honnêtement. Je trouve ça triste, là. Mais sont vraiment hors Écoute, catégorie, là. moi j'ai hâte au jour où on va faire des divisions U Sports comme au collégial au Québec.
Oh, des divisions intra-canadiennes. Ça a déjà été discuté. Je sais que c'est sur la table qu'on en parle, mais Je sais que c'est difficile avec le voyagement et tout, mais quand même, et tu mets pas les programmes, le programme le moins riche là-dedans. Montréal est capable de voyager, Laval est capable de voyager, Calgary est capable de voyager, UBC est capable de voyager, Saskatchewan est capable de voyager, McMaster, Guelph, ben, je pense que Western, ben, c'est ça qui ferait du sens parce que moi, j'aimerais mieux voir, mettons, les GGs de Ottawa aller affronter les Stingers de Concordia. Tu sais, admettons, on sait ouais, que Concordia, le Vert et Or et McGill pourraient être dans la même division, soit en deuxième division canadienne, affronteraient des. avec, avec Ottawa, Carleton, Tu sais, toutes des, Mount Allison, tu sais, Acadia, toutes des choses comme ça. Puis Alberta. tu pourrais avoir une troisième division ou même juste à deux, mais c'est sûr qu'il y a 27 programmes, tu peux pas faire non plus, tu sais, tu pourrais faire Trois des, divisions de neuf. ouais, trois divisions de neuf, tu fais une division un, division 2, division 3, puis tout le monde est content comme ça, tu sais, c'est juste une question un peu de logique, mais ça, on va en reparler après, là, juste pour qu'on revienne aussi sur le deuxième match, Qui le, c'est qui avait prédit une finale entre les Carabins et les Dinos? ah, Monsieur ici. c'est, Belle victoire des Dinos, honnêtement, contre McMaster. ouais, absolument, puis c'est une victoire 30-17, c'est mérité, du côté de Calgary. Moi, honnêtement, je m'attendais vraiment à ce que McMaster sorte de ce match-là plus fort. Écoute, ils ont quand même Ah, avait été sorti. chercher une grosse victoire à Western. Ah, écoute, moi, j'étais sûr qu'une fois que si t'es capable de battre Western, t'es capable de te rendre au moins en finale. Puis, écoute, une autre surprise. Écoute, c'est Western qui n'a pas réussi. Puis, écoute, c'est ça qui est le fun cette année. On a vu beaucoup de matchs comme le Vert qui a battu les Carabins, des choses comme ça. Ça devient intéressant, là. C'est moins toujours dominé par les mêmes équipes. Mais on va avoir donc une Coupe Vanier en fin de semaine entre Montréal et Calgary. Je m'attends à un match serré. Là, on devrait avoir un vrai match de football avec un score serré. Là, on n'aura pas de 72-0. C'est deux bons programmes de football qui reviennent à la Coupe Vanier pour la première fois depuis un petit bout. Il y avait eu la période de UBC de West entre-temps, Western, Laval, qui se sont échangés les deux dernières Coupes Vanier. Donc, très heureux de voir cette finale-là. Je pense que ça va être un excellent match. Et je vais avec les Carabins. Écoute, moi, mon cœur et ma tête me disent d'y aller avec les Dinos. Excuse-moi pour ma tête, parce que mon cœur est avec les Carabins, évidemment, vu que c'est l'équipe du Québec. Mais je me dis, le match est présenté à Québec, et même si c'est au Québec et que c'est en territoire hostile pour les Carabins, parce que je suis pas mal sûr que ça va être mitigé, là, la réaction de la foule de voir les Carabins au PEPS jouer pour la Coupe Vanier, mais écoute, c'est trop loin de Calgary, c'est du voyagement. Écoute, je vois pas comment les Carabins peuvent échapper ça, à part si justement l'offensive n'est pas capable de produire. Mais écoute, ça serait vraiment l'insulte à l'injure des Carabins d'aller remporter la Coupe Vanier au PEPS de l'Université Laval devant les fans du Rouge et Or. Puis là, on peut s'arrêter. Là, parce que je vois là, partout sur les médias sociaux, ça se chicane et ça se bitch entre Montréal et Laval. On peut-tu, s'il vous plaît, arrêter de se chicaner puis de dire que les partisans des Carabins, c'est des tatas, puis que les partisans des Rouges et Or, c'est des banges hymnes. Puis garde, arrêtez. Là. Soyez donc solidaires à l'équipe du Québec. Les partisans des Carabins, je suis un Carabin et j'ai pas peur de me mettre du côté du Rouge et Or quand ils vont à la Coupe Vanier. Faites donc la même chose. Arrêtez de vous chicaner puis de trouver des excuses à la défaite du Rouge et Or. Là, à Québec, des radios, puis oh, le Rouge et Or, Montréal a triché ou je sais pas quoi. Hey, on peut s'arrêter, là. Les Carabins vont faire toute une performance dans la finale de la Coupe Dantmore. Ils méritent leur place à la Coupe Vanier. Arrêtez de vous bitcher puis ralliez-vous derrière l'équipe du Québec, Seigneur. Ah, écoute, je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même qu'on mentionne une chose, là. Faut quand même dire, par exemple, que écoute, je peux comprendre qu'il y a une rivalité parce que c'est les deux seuls programmes qui sont Ouais. compétitifs au Québec, ben, en fait, qui Ah, se battent pour la Coupe je suis Dunsmore d'accord à avec la chaque année. rivalité, mais quand t'es rendu au bout, là, ben, je peux pas croire le partisan du Rouge et Or qui va aller s'asseoir puis il va encourager les Dinos de Calgary qui a pas vu jouer de l'année. Ah, écoute, moi, je Ça, peux ça, pas. Mais écoute, c'est un peu comme Montréal-Boston. Tu sais, au hockey pour faire une rivalité si on veut, mais écoute, moi, je me dis, si Piqué Souben peut se faire ruer au Centre Bell après avoir donné ah 10 ouais, millions de tout est dollars, possible. tout est Tout possible. est possible. Mais écoute, moi, je fais juste dire une chose.
le monde qui sont à Laval ont la chance d'avoir un des plus beaux stades de football universitaire qui, selon moi, pourrait être de calibre professionnel pour la Vous avez CFL. la chance d'accueillir la Coupe Vanier, allez-y. Les Puis, partisans des Carabins, je les défends pas, là, parce que là, les partisans des Carabins qui se proclament aussi comme les meilleurs du monde, mais qui achètent pas de billets pour la Coupe Vanier ou presque pas, là. Regarde, arrêtez de vous chicaner. Regardez un bon match de football, puis la grosse finale canadienne, ça sera pas un match où une équipe va se faire planter, puis regarde, let's go, go Carabin. ouais, Puis je dis pas ça parce que je préfère les Carabins, puis moi, même en étant fan des Carabins, quand Laval gagne, je commence pas à crier sur tous les toits, fuck Laval, puis des affaires de même, là. T'sais, moi, je trouve que c'est un peu, c'est quand même des jeunes qui jouent, là. C'est pas, ces gars-là sont même pas payés à jouer au football présentement. non, je suis d'accord comme Peux-tu avec les, toi. Puis, moi, je vais te dire une chose, c'est, écoute, c'est tellement facile de on dire. est, on est loin de la NCAA, là. Je veux bien, là, que Michigan ne prendra jamais Michigan State, là, pour être un partisan des Wolverines, là. Mais bon, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, Non, non, écoute, c'est le bitchage pour rien. Je vous empêche pas de le prendre pour les Dinos, loin de là. C'est juste arrêtez de vous bitcher pour rien. OK? ah, Ça sert à rien. Vous avez l'air plus sans dessin que d'autres choses. écoute, je suis d'accord avec toi, mais écoute, ça prend du monde pour parler, puis des fois, il y a les émotions qui rentrent en ligne de compte. Écoute, ça, je suis Je voulais juste le souligner, puis vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec nous autres, puis vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, mais ça me tentait juste de le dire parce que je trouvais que ça faisait pas de bon sens. Alors, Montréal, c'est à 13h, je pense, en la finale de la Coupe Vanier samedi entre les Carabins et les Dinos au PEPS de l'Université Laval. Et pour terminer cette émission, Anthony, on va faire en beauté parce qu'il y a une autre finale. ouais, absolument. Euh, la traditionnelle finale de la Coupe Grey qui sera disputée à Calgary. Ça sera entre les Blue Bombers de Winnipeg et les Tiger Cats d'Hamilton, tel que président en début de saison le 13 juin dernier par moi-même. Écoute, ben, ça va être tout un match. Honnêtement, les Blue Bombers dans l'Ouest, là, en finissant troisième, sont allés chercher deux gros matchs sur la route dans deux terrains hostiles, soit Calgary et Regina, au Mosaic Stadium. On sait que c'est dur de gagner là. Je pense que ça va être tout un match de football, même si Hamilton s'en est touchable. Ouais, ben écoute, moi je vois pas comment est-ce que Hamilton remportera pas ce match-là. Je pense pas que Mazzoli est de retour à son poste, par contre, je crois qu'il est C'est encore. Evans qui va jouer Ouais, encore. Evans, écoute, ça c'est tout Il un était très avantage bon. pour Winnipeg. Oui, tout un avantage pour Winnipeg, mais écoute, l'équipe avec le plus de profondeur dans la ligue, sans surprise, c'est Hamilton. Écoute, est-ce qu'on va être capable d'arrêter Banks durant ce match-là? Ouais, non, c'est ça. Ça va falloir surveiller, mais sauf que Winnipeg arrive à la Coupe Grey avec du momentum. Eux n'ont pas eu la semaine de congé, ont été battus à Calgary, dans le stade où se joue la Coupe Grey d'ailleurs. Ensuite, au Mosaic Stadium, la semaine dernière, ils ont neutralisé Cody Fajardo, qui va être probablement le joueur par excellence de la Ligue canadienne. On va le savoir samedi. Ouais. Écoute, c'est toute une performance. Moi, juste parce que j'ai dit cette prédiction-là au début de la saison, que les deux équipes iraient en finale, juste parce que j'ai pris les Blue Bombers, j'ai choisi Winnipeg pour ce match-là. Et Zach Collaros, hein, d'ailleurs, qui a été changé 3 fois cette année, se ramasse à la Coupe Grey avec les Blue Bombers. Quelle histoire! Écoute, il a été échangé 3 fois dans la même saison. Lui, il retourne. Écoute, il doit être écœuré. Hey, écoute, Avec les... les Rough Riders, il était ouais. avec les Rough Riders, qui, avec Fajardo, l'échange à Toronto, joue pas une game à Toronto, l'échange à Winnipeg. Ah ben, à Coupe Grey. Hey, quelle histoire! Je le dis, quelle histoire! Puis, écoute, et qu'est-ce que les Tiger Cats ont fait la semaine dernière en finale de l'Est, Anthony? Qu'est-ce Ils ont que. fait ce que les Alouettes n'ont pas fait. Ils ont shaké le pommier à Trevor Harris. Ah, Tôt dans le match. en fait, c'est qu'on a mis de la pression, ce que Bob Slowick n'est pas capable de faire en tant que DC, mais ça, c'est mon opinion Comme personnelle. dirait Pierre Marcheval, comme dirait Pierre, on a amené la cavalerie. On a amené la cavalerie. Ça rentrait de partout. Absolument. Donc, ça va être tout un match à couvrir. Toute ta prédiction, je imagine que tu y vas avec Hamilton parce que tu nous as vanté les mérites de Banks et Evans. Ouais, ben écoute, moi, je crois que Hamilton ont été la meilleure équipe cette année. C'est la seule équipe dans la division Est de la Ligue canadienne qui sont capables de gagner des matchs contre l'Ouest. C'est pas compliqué. C'est la seule équipe qui sont capables. Les Alouettes l'ont fait à plusieurs reprises cette année, mais on va se le dire, ils affrontent pas mal plus souvent les Argonauts et les Red Blacks. Donc, écoute, moi, je suis pas mal sûr que l'Ouest, en fait, c'est pas vraiment sûr. C'est un fait que l'Ouest est plus fort que l'Est dans la Ligue canadienne de football, mais Hamilton
et la seule équipe qui est capable de gagner des matchs constamment contre l'Ouest. Moi, il n'y a pas de surprise pour moi. Je pense que Hamilton ont une recette gagnante contre les équipes de l'Ouest. Je m'attends à une victoire de Hamilton. Ouais, ça va être un match serré. Je vais avec les Blue Bombers 30-27. Andrew Harris, joueur par excellence de ce match-là. Oh, moi, je vais avec Banks. Ça va être tout un match. Je m'attends à une possession ou peut-être deux ou plus, mais ça va être tout un match de football. Puis écoutez, cette Coupe Vanier qui est disputée, je pense que c'était à 18h avec les off ou 17h. Entre les Blue Bombers et les Tiger Cats. OK. OK. Alors, donc voilà, c'est les prédictions pour la finale de la Coupe Grey en fin de semaine. Donc, Anthony, ça va clore notre émission de cette semaine. La semaine prochaine, on va faire un dernier épisode vraiment là où on va revenir sur la Coupe Vanier, on va revenir sur la Coupe Grey évidemment. On va parler un peu, on va sûrement avoir un peu plus de nouvelles sur qu'est-ce qui va se passer également avec les rélégations, les promotions du côté du collégial, mais on va faire un petit jeu également avec, mettons, les trois divisions. C'est un système à trois divisions intra-canadiennes universitaires et à quatre divisions collégiales. On vous en parle la semaine prochaine. Donc, c'est un petit jeu qu'on va faire, un petit exercice de fun. Ouais, ça devrait être pas pire. On va faire ça la semaine prochaine. Fait que, on Qui va sera vous garder au courant. vraiment ouais, qui sera vraiment notre dernier épisode complet. Ensuite, on va faire un épisode avant les fêtes également pour vous faire un tour d'horizon du Recrutement. recrutement à travers le football collégial. Donc, ça va être intéressant aussi pour vous tenir au courant. Puis, on va sûrement glisser un mot sur la NFL. Rendu là, on va être proche des séries éliminatoires. Donc, on va pouvoir glisser un petit mot dans notre émission avant les fêtes. Donc, merci Anthony pour cet bel épisode de la semaine prochaine. Et puis, cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est bon, un gros merci à toi, Will. Bonne fin de semaine de football à tous et à la semaine prochaine.